Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très bien connu, la microangiopathie thrombotique. Sans traitement, cette maladie peut être mortelle. Ce sujet va être scindé en deux parties. D'abord, la partie théorique, que j'ai essayé de condenser le plus possible sur une vingtaine de minutes, et la deuxième partie, qui va être consacrée à des cas cliniques. J'espère que j'arriverai à capter ton attention jusqu'à la fin. On y va. La microangiopathie thrombotique touche les vaisseaux sanguins, et plus spécifiquement les petits vaisseaux, c'est-à-dire les artérioles et les capillaires. Microangiopathie veut dire maladie des petits vaisseaux, ici artérioles et capillaires. Thrombotique veut dire la présence de thrombose. Que va-t-il alors se passer? Face à la présence de thrombose au niveau des vaisseaux, les globules rouges vont se heurter contre ces murs, ce qui entraîne leur hémolyse, c'est-à-dire leur cassure. On aura alors une diminution des globules rouges due à leur destruction à l'intérieur des vaisseaux. Ici, c'est une anémie hémolytique qui va être associée à une thrombopénie. La thrombopénie est due à la consommation des plaquettes pour former les thromboses à l'intérieur des vaisseaux. En résumé, les microangiopathies thrombotiques se caractérisent par une anémie hémolytique associée à une thrombopénie et éventuellement une dysfonction d'organes. Il existe deux types de microangiopathies thrombotiques qu'on va détailler lors de cet exposé. D'abord, les microangiopathies thrombotiques primaires. Le purpura thrombotique thrombocytopénique, le syndrome hémolytique urémique, les microangiopathies thrombotiques médiées par le complément, les microangiopathies thrombotiques médiées par les médicaments. D'un autre côté, nous avons les microangiopathies thrombotiques secondaires à certaines pathologies, comme la prééclampsie, voire le HELP syndrome, l'hypertension artérielle sévère, les infections systémiques, les tumeurs, les pathologies auto-immunes, comme le lupus et post-transplantation. Tu as remarqué que je n'ai pas utilisé le terme syndrome hémolytique urémique atypique, car ce terme n'a pas de spécificité. Au tout départ, il a été utilisé pour décrire les enfants qui ont une anémie hémolytique associée à une thrombose plus insuffisance rénale, mais sans diarrhée. Par la suite, il a été utilisé pour décrire les microangiopathies thrombotiques médiées par le complément. Mais il décrit également les patients avec une microangiopathie thrombotique sans déficit sévère en Adams 13 ou chigatoxine démontrée. Vu que ça prête beaucoup à confusion et que ce n'est pas du tout spécifique, on ne va pas utiliser le terme syndrome hémolytique urémique atypique. Nous allons maintenant détailler la pathophysiologie de 3 microangiopathies thrombotiques primaires très importantes. D'abord, le purpura thrombotique thrombocytopénique. Je dessine ici un vaisseau sanguin normal. En vert, je dessine le facteur de von Willebrand. Ce facteur intervient dans la formation de thromboses. Au niveau des zones de shear stress, c'est-à-dire les zones qui subissent de fortes turbulences, ces turbulences entraînent le changement de conformation du facteur de von Willebrand, ce qui expose son site de clivage à l'Adams 13. Qu'est-ce que l'Adams 13? L'Adams 13 est une protéase plasmatique qui clive le facteur de von Willebrand. On va dire que l'Adams 13 c'est une sorte de Pac-Man qui va clearer, voire manger, ces grosses molécules que sont le facteur de von Willebrand. Cet équilibre entre le facteur de von Willebrand et l'Adams 13 empêche la formation de thrombose. Si l'activité de l'Adams 13 diminue, on aura une formation, une accumulation de larges complexes multimériques de facteurs de von Willebrand, et cela à la surface endothéliale. Ce qui va alors se passer, c'est qu'il y aura plus de plaquettes qui vont s'attacher et s'accumuler au facteur de von Willebrand, ce qui va entraîner in fine la formation de thrombose. Vu que tu as une présence de thrombose dans les vaisseaux, les globules rouges vont venir se
heurter contre ces thromboses, ce qui va entraîner une anémie hémolytique associée à une thrombopénie due au fait que tu consommes beaucoup de plaquettes. Passons maintenant au syndrome hémolytique urémique. Celui-ci est dû à une toxine, la shigatoxine, qui peut être synthétisée soit par l'Escherichia coli, souvent présent en Europe, ou la Shigella dysenteria, qui est surtout présente en Asie. Pour faire simple, cette shigatoxine va entraîner une inflammation très importante qui peut causer des dommages au niveau de l'endothélium vasculaire, ce qui va favoriser la formation de thromboses. Garde aussi à l'esprit que la shigatoxine a un tropisme pour les vaisseaux des reins, c'est-à-dire qu'in fine, tu auras une anémie hémolytique associée à une thrombopénie et éventuellement une insuffisance rénale aiguë. Et en dernier, nous allons parler de la microangiopathie thrombotique médiée par le complément. Imagine que le complément est un couteau qui circule dans la circulation sanguine. Pour qu'il ne blesse pas l'endothélium vasculaire, ce complément, voire couteau, est dans un fourreau qui s'appelle la voie alterne. La voie alterne permet en partie d'éviter que le complément lèse l'endothélium vasculaire. Imagine que tu as une altération de la voie alterne, c'est-à-dire un déficit du facteur H ou un déficit du cofacteur protéine membranaire ou un déficit de la thrombomoduline par exemple. Vu que la voie alterne sera altérée, le complément, voire ce couteau, va léser l'endothélium vasculaire. Et dès que tu as une lésion de l'endothélium vasculaire, ceci favorise la formation de thrombose. On aura alors thrombopénie, et vu que les globules rouges vont venir se heurter contre ces thrombus, on peut retrouver une anémie hémolytique. Garde aussi à l'esprit que dans la microangiopathie thrombotique médiée par le complément, le rein est très souvent atteint, car les vaisseaux du rein sont très sensibles à l'activation du complément. Ok, la première question à se poser, c'est quand faut-il penser à une microangiopathie thrombotique? Lors de la microangiopathie thrombotique, nous avons une formation assez importante de thrombus. La formation de thrombus consomme beaucoup de plaquettes. À la prise de sang ou à la biologie, nous allons retrouver une hypoplaquettose, c'est-à-dire une diminution importante des plaquettes dans le sang. Voici un globule rouge normal. L'un des constituants principaux des globules rouges étant l'hémoglobine. Ici, une hémoglobine normale. L'hémoglobine, comme son nom l'indique, est composée d'hème et de globine. Pour les globines, on a une paire de chaînes bêta et une paire de chaînes alpha. À l'intérieur de chaque globine, nous avons l'hème constitué d'un atome fer au milieu. Ok, tout en restant dans le globule rouge, à côté de l'hémoglobine, nous avons des LDH qui se retrouvent à l'intérieur des globules rouges. Ok, ce globule rouge va essayer de faire son chemin entre ces thrombus. Malheureusement, il va se heurter contre ces thrombus, ce qui va entraîner une destruction du globule rouge à l'intérieur du vaisseau. On aura alors une anémie associée à une altération de la morphologie du globule rouge. À la prise de sang, nous allons retrouver une diminution de l'hémoglobine, voire de l'hématocrite, associée à la présence de schizocytes. Les schizocytes étant des globules rouges fragmentés. Concernant les globines, celles-ci vont être en partie recyclées. On aura également un relargage à l'intérieur des vaisseaux sanguins des composants du globule rouge. L'hème va se dissocier en donnant le fer et une conversion en bilirubine libre.
à l'intérieur de la circulation, les dimères de globine alpha-bêta non recyclés vont être pris en charge par l'aptoglobine. L'aptoglobine va prendre ces dimères alpha-bêta afin de les éliminer par le système réticulo-endothélial. Vu que le globule rouge va être éclaté, nous aurons également une libération de LDH partout dans la circulation sanguine. Au résumé, dans la prise de sang, tu vas retrouver une augmentation des LDH, augmentation de la bilirubine libre et une diminution de l'aptoglobine. Vu que tu as une destruction de l'hémoglobine, on aura une réponse de la moelle osseuse afin de synthétiser de nouveaux globules rouges. On aura alors beaucoup de bébés globules rouges qui s'appellent les réticulocytes. Tu auras alors à la prise de sang une augmentation des réticulocytes. Et voici, sur une seule page, tu as toutes les anomalies que tu retrouves lors de la microangiopathie thrombotique. Ok, lors de cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les signes qui te font suggérer une microangiopathie thrombotique primaire. Ok, tout d'abord, le purpura thrombotique thrombocytopénique. La présentation clinique est souvent caractérisée par un patient qui n'a pas de fièvre. Tu peux retrouver une confusion, voire des céphalées dans 33% des cas. Tu peux également retrouver dans un tiers des cas une atteinte du système nerveux central, avec soit une atteinte focale, aphasie, faiblesse, des signes qui sont plutôt en faveur soit d'un AIT ou d'un AVC. Aussi, les patients avec un purpura thrombotique thrombocytopénique ont souvent une hypoplaquétose très importante. Tu peux retrouver au niveau de la peau du purpura. Aussi, chez ces patients, très souvent, tu n'as pas d'atteinte du rein, c'est-à-dire que le rein est plutôt épargné. Garde aussi à l'esprit que pour le purpura thrombotique thrombocytopénique, le début est très souvent progressif. Passons maintenant à un autre cas de figure, le syndrome hémolytique urémique. Très souvent, il y a une notion d'exposition quelques jours avant, soit avoir bu de l'eau contaminée, manger de la viande mal cuite ou exposé à des animaux. Le patient peut d'abord se présenter pour vomissements, diarrhée, douleur abdos. On peut même quelquefois penser faussement à une appendicite, voire même une colite ischémique chez les patients qui ont des diarrhées sanglantes. Plusieurs jours après cet épisode, le patient peut se présenter avec une anémie hémolytique associée à une thrombopénie et éventuellement même une insuffisance rénale aiguë. On pensera alors au syndrome hémolytique urémique. Le début de cette maladie, c'est-à-dire le syndrome hémolytique urémique, est progressif. Passons maintenant à la microangiopathie thrombotique médiée par le complément. Dans ce cas-ci, on a un antécédent d'infection chez 80% des enfants. Pour les adultes, c'est plutôt 50%, c'est-à-dire que la moitié des adultes ont un antécédent d'infection avant de présenter la microangiopathie thrombotique médiée par le complément. Ok, comment se présente la microangiopathie thrombotique médiée par le complément? On a une atteinte du rein dans 80% des cas. On peut aussi avoir des atteintes extrarénales, le foie, le pancréas, les poumons avec une hémorragie alvéolaire, voire digestive avec les hémorragies digestives dans 20% des cas. Ici, le début est brutal. Dernier cas, la microangiopathie thrombotique induite par les médicaments, voire les drogues. Elle peut être soit immune, c'est-à-dire induite par des anticorps, post-prise de certains médicaments comme quinine, gemcitabine, oxaliplatine et quetiapine. Très souvent, on a une atteinte du rein
Et le patient peut se présenter avec frissons, fièvre, douleur abdos, diarrhée, vomissement. Ceci peut être un piège parce qu'on peut penser à une infection. Très souvent, la prise des médicaments remonte à 2 à 3 semaines, voire une prise intermittente durant plusieurs mois. De l'autre côté, on a les microangiopathies thrombotiques induites par les médicaments mais non immunes, plutôt dose dépendants. Par exemple, chimiothérapie, immunosuppresseurs, inhibiteurs VEGF, et pour finir, opioïdes voire drogues comme la cocaïne et l'oxymorphone. Ici, l'intervalle entre la prise et la microangiopathie thrombotique induite par les médicaments peut être de quelques semaines, voire mois. Le début est souvent brutal. La troisième partie qui est extrêmement importante est la prise en charge immédiate. Il faut se poser 3 questions. Est-ce que c'est une microangiopathie thrombotique secondaire? On peut alors agir sur la cause. Est-ce que c'est nécessaire de faire un échange plasmatique, c'est-à-dire une plasmaphérèse? On va en reparler après. Et la troisième question, est-ce qu'il y a une nécessité d'une thérapie anti-complément? Ça aussi, on va en parler après. Nous allons d'abord répondre à la première question. Est-ce que c'est une microangiopathie thrombotique secondaire? Les microangiopathies thrombotiques secondaires se caractérisent, comme on l'a dit au début, par une anémie hémolytique associée à une thrombopénie plus une pathologie sous-jacente. Si c'est une patiente qui a une anémie hémolytique associée à une thrombopénie et qui présente une grossesse, il faut penser à une complication de la grossesse. Par exemple, prééclampsie associée à un HELLP syndrome. Il faut traiter la cause, c'est-à-dire réaliser une césarienne. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut penser à une microangiopathie thrombotique induite par le complément. Et là, c'est un traitement spécifique, c'est-à-dire c'est une thérapie anti-complément. Si hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire systolique supérieure à 220 mm de mercure ou diastolique supérieure à 100 mm de mercure, il faut traiter l'hypertension artérielle. Troisième cas, la transplantation de moelle osseuse ou d'organes. La microangiopathie thrombotique secondaire peut être due soit à une suppression de moelle lors de la transplantation de moelle osseuse, ou due à des immunosuppresseurs comme les inhibiteurs de la calcinurine lors de la transplantation d'organes. Quatrième cas, les infections systémiques. Ça peut être des bactéries, souvent des gram positifs, également Borrelia ou Brucellose. Les virus HIV, CMV, les hépatites, il y en a d'autres encore. Les champignons comme l'aspergillose, cryptococcus, candidose. Pour les parasites, par exemple la malaria, ce qu'il faut faire ici, lors des infections systémiques, c'est traiter l'infection. Cinquième cas, les pathologies rhumatismales. Par exemple, le lupus, la sclérodermie, le syndrome antiphospholipide. Autre cause, la coagulation intravasculaire disséminée. Celle-ci peut également entraîner une microangiopathie thrombotique secondaire. Comment la distinguer des microangiopathies thrombotiques primaires? Souvent, dans la CIVD, on a une augmentation des dédimères, une diminution du fibrinogène et un allongement du PT. Autre cause de microangiopathie thrombotique secondaire, le cancer. Toujours y penser si tu as une microangiopathie thrombotique qui dure plusieurs mois et qui n'est pas expliquée. Et tout dernier, un déficit sévère en vitamine B12 peut également entraîner une microangiopathie thrombotique secondaire. Donc, ici, ce qu'il faut faire logiquement, c'est traiter la cause. La deuxième question à se poser, est-ce que c'est nécessaire de réaliser des échanges plasmatiques? Quand est-ce qu'on le fait? Si tu as une suspicion de purpura thrombotique thrombocytopénique, il faut directement réaliser un échange plasmatique. C'est ce qui sauve les gens.
est un argument supplémentaire si le patient présente une fonction rénale qui est non altérée, voire légèrement altérée. On arrête la plasmaphérèse après la normalisation des plaquettes pendant 48 heures. Si tu as cette fois-ci une suspicion de microangiopathie thrombotique médiée par le complément, il faut traiter rapidement par une thérapie anti-complément, comme l'éculizumab, dans les 24 à 48 heures, parce que ça permet de protéger les reins. Ici, dans les microangiopathies thrombotiques médiées par le complément, souvent on a une atteinte rénale, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë. Et en tout dernier, on va parler des tests spécifiques. Je l'ai mis en dernier parce que la prise en charge immédiate est extrêmement importante. Mais c'est quand même important de réaliser ces tests-ci. Pour toutes les microangiopathies thrombotiques primaires, réalise un dosage de l'activité de l'ADAMS 13, et surtout si la fonction rénale est normale. Le purpura thrombotique thrombocytopénique se caractérise souvent par une activité d'ADAMS 13 inférieure à 10%. Si ton patient a des diarrhées, il faut penser au syndrome hémolytique urémique. Ce qu'il faut faire alors, des cultures de sel. Souvent c'est un Escherichia coli en Europe, voire Shigella dysenteria en Asie. Réalise également la recherche de la shigatoxine. Pour le complément, on peut doser le C3, C4, le CH50, mais si c'est négatif, ça n'exclut pas du tout une microangiopathie thrombotique médiée par le complément. Et très souvent, ces dosages, que ce soit l'ADAMS 13 ou le complément, tu ne les as qu'après plusieurs jours. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre en charge immédiatement d'abord ces patients et puis après on réfléchira par rapport aux causes. Il faut également rechercher un déficit comme la cobalamine C, l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. Et pour finir, on peut réaliser une biopsie du rein afin de réaliser un diagnostic différentiel entre nécrose tubulaire aiguë, voire une microangiopathie thrombotique. Mais la biopsie ne va pas t'aider à retrouver l'étiologie de ta microangiopathie thrombotique. On va juste te dire que les vaisseaux de terrain sont bouchés. On arrive à la fin de la vidéo. Après avoir parlé de la partie théorique de la microangiopathie thrombotique, ma prochaine vidéo va être consacrée à la partie pratique, qui va être illustrée par 4 cas cliniques. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.